Yo, salut à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve bien sûr pour la lecture du Chapter Approved. Alors, le Chapter Approved, maintenant, il a une nouvelle formule, c'est que vous avez un livret, en fait, sur jouer dans le 41e millénaire, et un autre qui va uniquement comprendre, en fait, toutes les valeurs en points. Voilà. Bon, comme à mon habitude, je vais pas m'attarder sur les valeurs en points, parce que c'est trop compliqué d'analyser tout ça. Et puis, vous voyez, hein, il y a quasiment, enfin, il y a tout, hein. Vous avez et les armes, et les personnages, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc au début je pensais que c'était deux livrets qui étaient vendus séparément et je me suis dit bon ok ils abusent un petit peu, ils nous mettent deux livrets, comme ça fait vendre deux bouquins, mais non, mea culpa, je me suis trompé et en fait vous achetez les deux ensemble, voilà directement. Donc nous on va s'occuper plutôt du Chapter Approved, édition 2019, joué dans le 41e millénaire. Alors je pense qu'il devrait changer à l'édition 2019. En fait, c'est le livre qu'on va utiliser tout au long de l'édition de 2020, parce qu'il sort à la fin de 2019, donc même s'il sort en 2019, je pense qu'il devrait plutôt mettre en fait l'année d'utilisation plutôt que l'année de parution. Alors, c'est assez complet ce Chapter Approved, il y a quand même pas mal de choses. Donc par contre, c'est, vous voyez, couverture souple, donc c'est un petit peu difficile à ouvrir. Vous voyez, je peux pas mettre le livre forcément à plat, à moins de vraiment l'abîmer. Après, la présentation ici, là, ça ressemble plus à un White Dwarf qu'à un codex, mais voilà, on va avancer un petit peu. Donc il y a pas mal d'images, c'est assez agréable à lire en fait, mais on retrouve en fait la thématique classique, la mise en page classique, avec les nouvelles sœurs de bataille, voilà, du tyrannide, ça fait plaisir, on n'en voit pas assez du tyrannide. Alors, on va vous expliquer dans le Chapter Approved les différentes façons de jouer à Warhammer 40 000. Donc on a bien sûr le jeu libre. Donc le jeu libre, c'est ce qu'il y a de plus libre justement. Donc vous faites plaisir. On n'est pas là pour optimiser. On est là pour mettre sur la table un petit peu ce qu'on a et puis voir comment ça se passe. Peu importe, l'important, c'est de passer un bon moment. Et puis peu importe qui gagne ou qui l'emporte ou si c'était déséquilibré ou pas. Parce que bien sûr, hein, toutes les batailles ne sont pas forcément équilibrées. Et c'est justement le domaine de prédilection des batailles en jeu libre. Alors, on va refaire un focus sur justement guerre ouverte, donc ça tombe bien, parce que si vous voulez, dans le dernier rapport de bataille que je vous ai fait, vous avez justement l'utilisation de guerre ouverte. Alors guerre ouverte, malheureusement, à moins qu'il soit ressorti ou qu'ils vont le ressortir, là pour l'instant je crois que c'est plus disponible, donc c'est un petit peu dommage quand même de reparler. Alors après, je crois que ça va quand même ressortir malgré tout, parce que j'ai vu une image avec pas mal de petits paquets de cartes, donc je pense que peut-être guerre ouverte est dedans. On verra, j'ai pas réussi à retrouver l'image. Donc après, ça va sortir bientôt, donc il n'y a pas longtemps à attendre. Alors ce qu'on propose ici, c'est tout simplement en fait différentes façons de tirer les cartes. D'habitude, c'était simplement on tirait des cartes au hasard. Là, en fait, vous avez vraiment plusieurs méthodologies. Donc celle-ci, la première, par exemple, donc vous avez un joueur A, un joueur B. Le joueur A prend la pile de cartes déploiement, il en choisit 3, qu'il propose à son adversaire, et l'adversaire va choisir parmi les 3. Ensuite, pour les cartes objectifs, c'est l'inverse, on inverse. Donc vous pouvez choisir, mais après l'adversaire va choisir une de ces cartes parmi 3. Donc on va retrouver exactement ce qui se passe dans Star Wars Armada pour ceux qui connaissent. Donc je sais pas si Game s'inspire un petit peu de ce que fait FFG sur ces cartes-là, mais c'est typiquement ce que vous allez retrouver sur les jeux justement de FFG. Alors ensuite, le joueur A prend la pile de cartes péripéties, donc on retire certaines cartes, on les mélange et on les distribue en deux piles. Et ensuite, chaque joueur prend une de ces piles, choisit une carte péripétie et la place face cachée devant lui. Et une fois que tout le monde a choisi, on les révèle et les deux vont s'appliquer. Voilà. Ça, c'est une des façons de jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous propose? Intention secrète. Donc là, vous mélangez les cartes déploiement, vous en tirez une. Les cartes objectifs, vous en tirez une. Après, vous allez prendre deux piles, une pour le joueur A, une pour le joueur B. Chacun choisit une carte et sur un 4+, elle va s'appliquer. Voilà. Et après, vous distribuez aussi les cartes de ruse et les cartes de mort subite. Voilà. Et la dernière façon de jouer, l'opération clandestine. Donc les cartes de déploiement, c'est au hasard. Et après, vous avez deux cartes de mort subite qui sont distribuées à chaque joueur et qui sont gardées secrètes. Et en fait, pour gagner, il va falloir valider en fait les deux morts subites, tout en sachant que vous aurez toujours la possibilité de valider avec les conditions de victoire classiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment
vraiment, si vous avez envie de faire des parties où on sait vraiment pas dans quel sens ça va aller, où on est vraiment là pour le fun, et puis du coup c'est bien parce que ça vous laisse en fait de bons souvenirs. Alors maintenant, si vous aimez bien le fun toujours, le générateur d'armée Open War, donc là on est carrément dans de la gestion plus ou moins aléatoire de la constitution de votre force en fait. Donc vous choisissez une taille, donc là ça va être en points de puissance, donc petite partie, moyenne partie, grande partie, 30, 60, 90 points, nombre d'unités typiques entre 5 et 10, 8 et 15, 10 et 20, voilà. Donc vous jouez les cartes d'Open War classiques comme d'habitude, et puis après vous allez utiliser votre générateur d'armée. Le générateur d'armée, il va vous dire, on va directement regarder ici, voilà le générateur d'armée, vous allez jeter un dé 6, puis un autre dé, et en fonction de ce sur quoi vous allez tomber, si je fais 41 par exemple, il faut que je prenne une unité de champion, ou jusqu'à 2 unités d'élite. Et c'est comme ça en fait que je vais constituer ma force. Donc l'idée c'est que, bien évidemment, c'est un peu compliqué de se trimballer avec toute son armée, par contre, si vous jouez chez vous, par exemple, ça peut être le cas pour vous, vous pouvez vous dire, tiens, moi j'ai envie de le faire, l'adversaire, lui, s'il a envie de préparer, pourquoi pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le faire à l'avance, c'est-à-dire vous faites confiance, bien sûr, à votre adversaire, à votre partenaire de jeu, et puis vous tirez chacun de votre côté tous ces dés-là, et puis vous continuez comme ça jusqu'à atteindre le degré de point de puissance convenu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi pour le fun. Mais c'est assez rigolo. Alors ensuite, le jeu narratif. Le jeu narratif, c'est une autre façon d'aborder le jeu. C'est des règles qui permettent de mettre en situation des événements qui peuvent se retrouver en fait dans le monde de Warhammer 40 000. Alors, on va avoir l'extension Fer de Lance. Fer de Lance qui était sorti aussi à une époque, qui était un petit livret. Alors je sais plus à quelle époque c'était sorti, ça devait être de la V7 certainement. Et ça vous permettait en fait de jouer des colonnes de blindés, sachant que si vous aviez des formations, du coup vous avez des bonus, des choses comme ça. Il y avait des stratagèmes aussi pour les blindés. Là du coup, on va retrouver ces règles synthétisées, V8isées, donc en mode V8. Voilà, avec différentes possibilités. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, mais vous avez du coup des stratagèmes, des traits de seigneur de guerre, tout simplement, des types de missions aussi, ça peut être intéressant, parce que bien sûr, il faut des missions qui soient un petit peu adaptées. Donc voilà, à chaque fois vous avez les différentes choses. Je vous laisse lire, faites pause si vous voulez. Moi j'ai passé parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire, donc des stratagèmes spécifiques à Fer de Lance. Voilà, la 3e mission. Il y en a encore d'autres. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire, hein. C'est assez complet. Hein. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose parce que déjà ça peut presque justifier l'achat du Chapter Approved, rien que ces éléments pour l'instant. Et si après vous êtes un joueur qui est un petit peu plus intéressé par l'aspect plus compétitif, et bien justement vous allez trouver aussi la quintessence de ce que va être justement le méta 40 000 bientôt. Alors les parties liées, ça c'est assez intéressant aussi, c'est aussi une autre façon d'aborder le jeu, c'est des parties qui vont donner un sens à la partie d'après, c'est-à-dire que en fonction de si le joueur A ou le joueur B a gagné, et bien du coup il va y avoir des bonus. Donc ça c'est quelque chose auquel tout le monde a déjà pensé, et là du coup il vous donne en fait une part de conseils pour justement essayer d'organiser ça, de le faire vous-même, et de mélanger aussi, et ça c'est intéressant, les différents systèmes. Donc les différents systèmes, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bien sûr du Kill Team, du Warhammer 40 000 et de l'Apocalypse. Apocalypse qui a été ressorti aussi, donc là par contre bien sûr pas de règle d'Apocalypse, mais pas de règle de Kill Team non plus bien évidemment, mais des façons en fait de lier toutes ces parties ensemble. Après, l'autre façon de faire les parties liées, c'est aussi des joueurs qui jouent en même temps. C'est-à-dire que par exemple, des joueurs vont faire une partie de Kill Team pendant que des gens sont en train de faire une partie de 40 000. Et il peut y avoir un impact, et il y aura un impact, c'est ça tout l'intérêt, de la partie de Kill Team dans la partie de Warhammer 40 000 et inversement. Voilà. Et là, ils vous mettent en fait des sortes de campagnes qui sont déjà écrites avec différentes ordonnances. Ici, par exemple, on commence par Kill Team, après 40 000 et après Apocalypse, alors que là, on va faire Kill Team, Apocalypse et Warhammer 40 000. Et à chaque fois, vous avez, par exemple, au début du round suivant, le joueur vainqueur peut choisir une unité de son armée, ajouter 6 pouces à la portée des aptitudes d'aura de l'unité choisie. Vous voyez, vous avez des petits bonus comme ça. Donc ça a l'air de rien, mais c'est des tout petits trucs qui viennent rajouter en fait le petit sel et qui donnent en fait vraiment l'impression que vous avez des parties qui sont liées ensemble. Après, l'avantage, c'est qu'il vous donne aussi un petit contexte historique si vous avez envie justement d'écrire une histoire, ce qui peut être aussi très sympa. Et puis, vous voyez, frappe décisive, chute du titan, on en a combien? On en a 4. Alors voilà, les batailles parallèles, ça c'est exactement ce que
je vous disais, c'était vous jouer 2 parties en même temps, et il vous donne en fait des règles spécifiques où on peut dire par exemple, bah tiens, donc la mort venue du ciel, tout simplement, c'est vous allez contrôler en fait une station spatiale, et celui qui contrôle la station spatiale, techniquement, va faire un bombardement préliminaire sur les unités de l'adversaire. Vous voyez, ça a l'air de rien, mais juste ça vous lie en fait vos batailles, et puis vous avez l'impression de jouer, pas de façon déconnectée des parties, mais d'être vraiment dans un monde, en guerre, etc. Donc c'est plutôt très sympa d'avoir pensé justement aux joueurs, au groupe de joueurs. Vous voyez, c'est typiquement ce que vous pouvez faire un dimanche dans votre assaut, ou avec un groupe d'amis, tout simplement, vous organisez ça. S'il y en a qui débutent, ils jouent à Kill Team, s'il y en a qui ont beaucoup de figurines, ils vont jouer en Apocalypse, et puis ceux qui veulent, partie traditionnelle, ils vont jouer en 40 000. Alors, les missions de défi, ça c'est assez intéressant, c'est des sortes de succès, ça représente le fait que les batailles sont bien sûr pas tout le temps équilibrées, et c'est très rare de tomber sur une bataille équilibrée, donc souvent on va avoir une armée qui est en fuite et qui se fait rattraper par le gros des forces ennemies, ils vont simplement faire un dernier barreau d'honneur, et puis voilà. Et ça, c'est ce que ça permet de créer. Donc là, on est dans le narratif, bien évidemment, mais il y a quand même une petite notion de compétitif, parce qu'on va voir qu'il va y avoir une notation qui va être affectée. Donc là, on vous donne en fait quelques petites pistes pour que vous puissiez justement imaginer le contexte en fait de vos parties. Et puis si je prends celle-ci par exemple, mission de défi dernier carré, donc on a l'attaquant et le défenseur, donc on a des petits bonus, vous voyez, donc à la fin de chacune des phases de mouvement de l'attaquant, il peut choisir jusqu'à D3 unités de son armée qui ont été détruites et les remettre sur le champ de bataille. Les unités remises en jeu doivent être placées entièrement à 8 pouces ou moins du bord du champ de bataille de l'attaquant. Comme figuré sur la carte ci-dessous, elles sont considérées comme voilà, des nouvelles unités et ainsi de suite. Donc du coup, bien sûr, c'est une sorte d'assaut soutenu, c'est-à-dire que l'attaquant va toujours avoir des nouvelles troupes qui vont continuer, et le but tout simplement, la bataille dure jusqu'à ce que le défenseur n'ait plus aucune unité sur le champ de bataille. Et en fonction du tour à laquelle ça arrive, et bien du coup, vous voyez, il y a une notation qui va de 1 jusqu'à 5 étoiles. Donc pour avoir les 5 étoiles, au round de bataille 7 ou plus. Donc dès que vous êtes arrivé au round 7, vous avez fait le maximum, vous allez perdre quoi qu'il arrive, mais au moins vous avez tenu avec tous les honneurs. Donc il y a des petits stratagèmes qui sont spécifiques à l'attaquant-défenseur. Autre mission, chasseur de tête, donc là c'est en fonction des nombres de points de victoire que vous allez avoir. Donc lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée par une figurine personnage de l'armée de l'attaquant contre une unité personnage ennemie, ajoutez 1 au jet de touche. Vous voyez, hein, vous avez toujours ce petit déséquilibre. Et puis après, donc le défenseur reçoit une note de défi basée sur combien d'unités personnages de l'attaquant ont été détruites. Chaque joueur marque 1 point d'élimination pour chaque unité personnage ennemie qui a été détruite à la fin de la bataille. Si une unité personnage a été détruite à la phase de combat, cette unité rapporte 2 points d'élimination à la place. Le seigneur de guerre ennemi rapporte aussi 1 point d'élimination additionnel en plus. Donc à la fin de la bataille, comparez les sommes, et donc du coup, pour gagner les 5 étoiles, c'est plus du double de la somme de l'attaquant. Donc avoir réussi à tuer plus du double de personnages. Donc bien sûr, pour ceux qui disent « Ah bah il n'y a qu'à jouer aucun personnage », vous n'êtes pas du tout dans l'esprit, hein, on laisse tomber ça, mais malgré tout, vous avez quand même des petites règles, parce qu'il y a toujours les gens qui sont entre les deux. Donc voilà, une unité avec le mot-clé personnage pour 3 unités de son armée qui n'ont pas le mot-clé personnage. Voilà. Donc toujours aussi des petits stratagèmes. Voilà, et ensuite la domination, donc là c'est le défenseur reçoit une note de défi basée sur son nombre de points de victoire, il marque 1 point de victoire pour chaque quart de table où se trouve entièrement une unité de son armée à la fin de la bataille. Il marque 1 point de victoire additionnel si son seigneur de guerre est sur le champ de bataille. Donc là c'est vraiment le but de résister, hein, de s'enfuir le plus possible, 5 points évidemment le maximum. Je pense que ça peut être très sympa et que ça peut complètement changer des missions classiques qu'on a l'habitude de faire, et puis de temps en temps, une fois de temps en temps, ça permet de se raconter une histoire. Voilà. Alors, on arrive, à mon avis, sur ce qui va être le plus populaire, le jeu égal. Quoique je me dis que si vous regardez Geek TV, vous êtes peut-être plutôt en mode jeu libre et défi. Dites-le moi en commentaire, je suis assez curieux au final de savoir qu'est-ce qui va être le... Je me demande même si je ferai pas un petit vote pour savoir qu'est-ce que vous préférez comme mode de jeu. Petit entracte qui me permet de vous parler de Tipeee. Donc Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur lequel vous pouvez en fait tout simplement soutenir financièrement la chaîne. Et ça, c'est de plus en plus important pour moi. Alors ça a été très important jusqu'à présent parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'acheter du matériel, des caméras, du trépied, du micro, etc. Et c'est ce qui permet de payer un peu comme ça mon setup et puis d'avoir des vidéos de plus en plus qualitatives. Et ça, j'espère que vous le voyez. Hein. Si vous regardez mes premières vidéos, vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir. Donc ça, c'est grâce à vous.
là maintenant, je commence à être bien niveau matériel et du coup j'ai envie d'aller plus loin. D'aller plus loin, c'est simplement réduire mon temps de travail avec mon vrai travail professionnel et puis compenser en fait cette perte de revenus grâce à justement YouTube. Donc sur YouTube, il y a les pubs évidemment, donc ça c'est ce qui génère aussi un petit peu d'argent. Après, là où je compte vraiment justement compenser cette perte de salaire, c'est grâce à Tipeee, c'est grâce à vous. Donc vraiment, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas avec 1 ou 2 euros par mois comme ça, de façon récurrente. Moi, ça va me permettre de passer moins de temps au travail pour passer plus de temps sur mes vidéos et d'être plus tranquille comme ça et de vous faire un petit peu tout ce que j'ai en tête parce que j'ai tellement de choses, je suis vraiment frustré parce que j'ai tellement de choses dans la tête que j'ai pas le temps de mettre en place, que j'espère que l'année qui vient, si je peux mettre ça en place, comme ça je vais pouvoir faire encore plus de vidéos, qu'en espérant toujours que ça vous plaise toujours autant. Voilà, donc je vous mets le lien dans la petite fiche juste ici, et puis vous le retrouvez comme d'habitude en fin de vidéo. Merci à vous. Alors, de nouveaux fronts, donc voilà, on vous rappelle en fait, là c'est des choses qui sont déjà vues, frères de bataille, vous voyez à l'intérieur de chaque détachement de votre armée réglementaire, toutes les unités qui la composent doivent avoir au moins le mot-clé de faction en commun. Donc en outre, ce mot-clé ne peut pas être Chaos, Imperium, Eldari, Inari ou Tyrannide. Voilà, donc pas mal de petites précisions comme ça. Donc troupes au sol, ça veut dire que les aéronefs ne peuvent pas prendre les objectifs, limite de commandement, donc on ne peut pas utiliser de stratagème de relance qui affecte les jets de mission, c'est-à-dire le jet pour le début de la bataille, le jet pour est-ce que la bataille va se terminer, ou alors le nombre de points de victoire accordés à un joueur. Voilà, donc on ne peut pas utiliser son système de relance. Ensuite, on a toujours position préparée pour 2 points de commandement. Si vous jouez en deuxième, vous pouvez avoir une sauvegarde de couvert pour votre armée. Ensuite, focalisation psychique, ça c'est la même chose. À chaque fois que vous allez manifester châtiment en plus, vous allez avoir un malus, sauf si vous êtes confrérie de sorciers ou confrérie de psycheurs. Et puis après, on ne peut pas manifester 2 fois le même pouvoir psychique avec des... peu importe, même si vous avez plusieurs psycheurs, donc c'est toujours pas possible. Discipline stratégique, on ne peut pas utiliser 2 fois le même stratagème lors de la même phase. Réserve tactique, ça veut dire que la moitié de votre force doit être posée sur la table, et que ce soit en nombre d'unités et en valeur de points aussi, donc ça c'est important. Donc la retenue tactique, c'est que vous ne pouvez pas regagner des points de stratagème plus qu'au-delà de 1 par tour, avec quels que soient tous les objets, etc. que vous allez avoir. Après, il y a quelques petites restrictions. Cibler les personnages, voilà, vous pouvez cibler un personnage si et seulement si c'est la figurine la plus proche, s'il a moins de 10 points de vie, voilà. Sauf si, sauf si la cible ennemie la plus proche est un personnage aussi, voilà. Et les unités en sous-effectif ne peuvent être incluses qu'en tant que détachement d'appui auxiliaire, voilà. Donc pas de grosse révolution a priori. Eternal War Croisade, donc là on va avoir différentes façons de générer tout simplement les objectifs et les missions. Et ce qui est sympathique, c'est que sur le côté, il vous rappelle en fait d'où ça vient. Vous voyez, Terre calcinée a été publié pour la première fois dans Chapter Approved 2017. Mise à jour ici, cette mission force les joueurs à faire des choix tactiques importants à chaque tour. En fait, il y a une sorte de description sur quelle va être l'ambiance de la bataille. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'il suffit de lire ça et puis ça vous projette un petit peu déjà. On sent que c'est réfléchi, on sent que c'est mûrement... comment dire ? On sent que les règles, elles sont bien digérées et qu'il y a vraiment cette notion de maintenant c'est plus maîtrisé, donc on va faire moins de bêtises et puis on a une bonne visualisation de ce que peut donner en fait une partie et les règles spéciales qui vont la composer. Alors pour la première croisade, on va lire un petit peu la séquence de déploiement. Donc les joueurs tirent au dé, le gagnant décide qui est l'attaquant et qui est le défenseur. Le défenseur détermine la carte de déploiement standard à utiliser et choisit une des zones de déploiement pour son armée. L'attaquant utilise l'autre zone de déploiement. L'attaquant se déploie complètement en premier et ensuite le défenseur déploie toute son armée. Pour le premier tour, c'est l'attaquant qui va décider qui prend le premier tour et s'il décide de prendre le premier tour, le défenseur peut jeter un des 6 et reprendre l'initiative. Donc ça, cette séquence, ça va être toujours un peu le cas. Donc on va regarder surtout en fait les conditions de victoire, c'est ça qui va changer entre les différentes missions. Donc à la fin de la partie, le joueur qui a marqué le plus grand nombre de points de victoire l'emporte. Si les 2 joueurs en ont marqué le même nombre, la partie est une égalité. Les points de victoire sont accordés comme suit. Alors, à partir du 2e round de bataille, chaque joueur marque un point de victoire pour chaque pion objectif qu'il contrôle au début de son tour. Ça, c'est important. C'est pas à la fin, c'est au début de son tour. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de mettre une unité sur un objectif et puis de dire c'est bon, à la fin de mon tour, je marque les points. Là, il faut qu'elle survive à toute la phase ennemie. Et ça, ça change beaucoup de choses. Donc, un joueur contrôle un pion objectif.
s'il a plus de figurines que son adversaire à 3 pouces ou moins du pion. Tuer les seigneurs de guerre, classique frappe initiale, donc on marque un point de victoire si une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites lors du premier round de bataille. Donc ça c'est, si vous vous rappelez de premier sang, c'est fini, on n'en parle plus. Briseur de ligne, marquez un point si au moins une de vos unités est dans la zone de déploiement ennemi, voilà, classique. Alors donc terre calcinée, on va placer en fait 6 objectifs, conditions de victoire. Donc à partir du deuxième round de bataille, chaque joueur marque un point de victoire pour chaque pion objectif qu'il contrôle au début de son tour. Et si un pion objectif est dans la zone de déploiement adverse, vous pouvez choisir de le supprimer si vous le contrôlez. Ce faisant, vous marquez 3 points de victoire au lieu de un seul, mais ce pion objectif est alors retiré du champ de bataille. Et un joueur contrôle un pion objectif s'il a plus de figurines que son adversaire à 3 pouces ou moins du pion. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'il y a ce petit choix à faire de se dire est-ce que j'ai envoyé une unité, miraculeusement elle a survécu, elle ne survivra pas plus tard, donc du coup autant directement récupérer les 3 points, ou est-ce que du coup je sens que je vais pouvoir gagner encore un tour, donc je vais prendre qu'un point ce tour là et au pire je pourrais toujours le saboter au tour d'après. Donc voilà, c'est assez intéressant, j'aime bien quand il y a des petits choix comme ça à faire. Alors, ascension, donc là au niveau des pions objectifs, donc un pion objectif est placé au centre du champ de bataille, puis en commençant par le défenseur. Les joueurs placent chacun un pion objectif à plus de 15 pouces de tout autre pion, à 6 pouces du bord du champ de bataille et à égale distance des zones de déploiement des deux joueurs. Et ensuite on continue, et condition de victoire, chaque joueur marque un point de victoire à la fin de chacun de ses tours. Vous voyez, on est revenu sur quelque chose de plus traditionnel, pour chaque pion objectif qu'il contrôle. Un joueur contrôle un pion objectif s'il a plus de figurines que son adversaire à 3 pouces ou moins, et petite subtilité, de plus si un joueur contrôle le même pion objectif avec le même personnage pendant plus de 1 de ses tours consécutifs, le nombre de points de victoire accordés augmente. Il marque 2 points de victoire à la fin de son tour pour un pion objectif par le personnage durant 2 de ses tours, et 3 points, et ainsi de suite. Voilà, donc si vous avez un personnage qui a passé 2 tours à contrôler le même pion objectif, vous allez gagner 2 points pour ce pion objectif. Frappe initiale, briseur de ligne et tuer le seigneur de guerre. On continue avec guerre en première ligne, donc ce qui est important vraiment c'est le déploiement des objectifs. Donc commençons par le défenseur, les joueurs placent un pion objectif à tour de rôle jusqu'à ce que 4 aient été placés. Le premier pion placé par chaque joueur doit être entièrement dans sa zone de déploiement à plus de 6 pouces du bord du champ de bataille. Le deuxième pion objectif doit être placé par chaque joueur à plus de 12 pouces de tout autre pion et à plus de 6 pouces du champ de bataille et surtout à égale distance des zones de déploiement des deux joueurs. Et à la fin, prenez tenir à la fin de chaque round de bataille, chaque joueur marque un certain nombre de points de victoire pour chaque pion objectif qu'il contrôle. Un joueur marque un point de victoire s'il contrôle le pion dans sa propre zone, 4 points de victoire s'il contrôle le pion objectif dans la zone de déploiement adverse, et 2 points de victoire pour chacun des autres pions objectifs qu'il contrôle. Un joueur contrôle un pion, etc., si vous êtes 3 pouces, etc. Et vous voyez, du coup, ça fait des petits changements, mais du coup, c'est assez sympa parce que du coup, ça fait vraiment des façons de jouer vraiment différentes. Des fois, on va se dire, bon, il faut vraiment que je joue paquet, que vraiment j'encaisse pour pouvoir marquer les points au début de mon prochain tour, alors que des fois, on peut jouer au contraire vraiment très fragile, des petites unités pour juste scorer le petit point de victoire. Alors les 4 piliers, là au début de la bataille, vous faites 4 segments reliant le centre du champ de bataille à chacun de ses angles, et à 15 pouces du centre, on place un des piliers, justement des pions objectifs, donc 6 fonds de puissance. À la fin de chaque round de bataille, là c'est la fin, un joueur marque un point de victoire s'il contrôle plus de pions objectifs que l'adversaire. Il marque 3 points de victoire à la place s'il contrôle les 4 pions objectifs. Et un joueur contrôle un pion objectif s'il possède plus de rôle tactique troupe que l'adversaire à 3 pouces ou moins du pion. Les autres unités ne peuvent pas contrôler de pions objectifs. Ignorez-les lorsque vous déterminez qui contrôle chaque pion objectif dans cette mission. C'est assez sympa ça, hein, ça nous change. Et après on a un pas de prisonnier en plus. À la fin de chaque round de bataille, un joueur marque un point de victoire si plus d'unités adverses que d'unités de sa propre armée ont été détruites lors de ce round de bataille. Voilà. Et ensuite, confinement. Alors, au niveau du déploiement, c'est du très classique, on place alternativement en fait les objectifs, donc ils doivent être à 12 pouces les uns des autres, à plus de 6 pouces du bord du champ de bataille, voilà. Et condition de victoire, chaque joueur marque un point de victoire à la fin de chacun de ses tours pour chaque pion objectif qu'il contrôle. Et un joueur contrôle un pion objectif s'il a plus de figurines que son adversaire à 3 pouces ou moins du pion. À la fin, domination, à la fin de chaque round de bataille, un joueur marque un point de victoire s'il contrôle plus de pions objectifs que son adversaire. Et un joueur contrôle un pion objectif s'il a plus de figurines que son adversaire à 3 pouces ou moins. Donc on a en fait un mix entre le très classique mais quand même
un petit bonus avec la domination. Voilà. Donc avec ça, il y a vraiment de quoi faire, surtout que là, on n'était que sur l'Eternal War. On va aller chercher un petit peu d'autres choses. Alors un trick de guerre, bien sûr, ça va être toutes les missions de Maelstrom. Donc là, vous avez toujours les paquets d'objectifs tactiques. Si vous êtes chanceux, vous en avez même un pour votre armée. Sinon, et ben, du coup, il va falloir utiliser les dés et puis les petits tableaux. Donc il y a une vraie grosse distinction. Maintenant, vous constituez votre pile d'objectifs. C'est-à-dire que vous allez choisir 18 cartes objectifs tactiques avec lesquelles vous venez. Donc bien sûr, vous pouvez prendre celle de votre armée ou vous pouvez prendre d'autres génériques. Donc là, au moins, il n'y aura pas de chouinage en mode « Ah, j'ai pas eu de chance sur ce que j'ai tiré. » Enfin, si, il y aura toujours ça, mais moins, il n'y aura pas le côté « Bon, je tire une carte qui ne me sert pas, bon, ok, évidemment, je ne peux pas la faire, ça ne correspond pas à mon armée, ainsi de suite, etc. » Là, au moins, vous pouvez vraiment cibler beaucoup plus facilement. Et en plus, on va voir qu'il y a des façons encore de fiabiliser tout ça. Alors, les objectifs tactiques, c'est classique, hein, on les place exactement comme d'habitude. Par contre, au début du premier round de bataille, chaque joueur mélange sa pile et en tire 5. S'il n'est pas satisfait des cartes de son tirage initial, il peut choisir de les placer au bas de sa pile dans n'importe quel ordre, donc ça c'est important, faut pas faire n'importe quoi, et tirer 4 nouvelles cartes objectifs tactiques. Donc c'est un mulligan, tout simplement. Donc par contre, on peut pas choisir, on peut pas dire « Ah, il y en a 3 qui me plaisent pas, je défausse 3, et puis je repioche que 2, ou qu'une. » Non, c'est vous enlevez les 5, ou rien du tout. Au début de votre tour, mettez en jeu des cartes objectifs tactiques de votre main jusqu'à ce que vous ayez 3 objectifs tactiques en jeu ou qu'il n'y ait plus de cartes dans votre main. Donc vous choisissez vraiment ce que vous allez faire à chaque tour. Et une carte d'objectif tactique est considérée comme ayant été générée lorsqu'elle est mise en jeu. Lorsque vous mettez en jeu une carte d'objectif tactique, posez-la soit face visible pour que tous les joueurs la voient, soit face cachée en gardant ses détails secrets. La seule restriction, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une seule carte face cachée, voilà, sauf motion contraire et stratagème, etc. Donc dès que vous avez fait ça, après vous repiochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Vous pouvez bien sûr valider vos objectifs à chaque fin de tour, que ce soit le vôtre ou celui de l'adversaire, et surtout, petite chose intéressante évidemment, à la fin de la phase de morale, vous pouvez défausser tout ou partie de vos objectifs tactiques en jeu. Voilà. Et on va voir aussi les stratagèmes. Donc pour 2 points de commandement, utilisez stratagème au début de votre tour, défausser jusqu'à 2 cartes d'objectifs tactiques de votre main et tirer une nouvelle carte d'objectif tactique pour chaque carte que vous venez de défausser. Prévision tactique, pour 1 point de commandement, utilisez stratagème n'importe quand pendant le tour. Vous pouvez regarder les 3 cartes du haut de votre pile, et puis soit les mettre au-dessus, soit les mettre en dessous, les réarranger dans l'ordre que vous voulez. Ensuite, pousser déterminé, utilisez stratagème n'importe quand pendant le tour. Choisissez jusqu'à 3 cartes d'objectifs tactiques de votre pile de défausse, et mélangez-les à votre pile d'objectifs. Ça va être très fort si justement vous avez un petit peu de chance, et vous avez des cartes très faciles à scorer qui vous rapportent beaucoup de points, qui sont vraiment très raccords avec votre armée. Et bien du coup, pour 2 points de commandement, hop, vous pouvez les remettre dans votre pile. Après, on ne les met pas sur le dessus, on les mélange, donc ça veut dire qu'on va remélanger votre pile, donc faites bien attention, faites pas une prévision tactique pour après remélanger vos cartes, hein. Ce serait mal joué. Donc on va lire bien sûr la règle qui est importante. Donc au début de chaque round de bataille, après le premier, si un joueur a moins de points de victoire que son adversaire, pour le reste de ce round de bataille, tous les objectifs que ce joueur tactique met en jeu peuvent être posés face cachée et tous les objectifs tactiques face visible peuvent être retournés. Voilà. Si quelqu'un a pas fait attention, voilà, comme ça, du coup, ça fait jouer un petit peu sur la mémoire. Et jusqu'à la fin de ce round, l'adversaire, jusqu'à la fin de ce round de bataille, tous les objectifs tactiques que l'adversaire met en jeu doivent être posés face visible et tous les objectifs tactiques face cachée que l'adversaire a en jeu doivent être tournés face visible aussi. Donc ça, c'est pas mal parce que ça joue, ça tend à rééquilibrer justement si quelqu'un fait un démarrage un petit peu trop fort. Alors, élan audacieux. Donc au début de chaque phase de mouvement d'un joueur, si ce joueur a une ou plusieurs cartes objectifs en jeu, son adversaire doit choisir l'un de ses objectifs tactiques. Si l'objectif tactique choisi est accompli à ce tour ou au tour suivant, il rapporte 1 point de victoire supplémentaire. Donc c'est intéressant parce que vous allez avoir un objectif qui vous plaît déjà de base parce que vous l'avez joué, qui va pouvoir vous rapporter 1 point de plus, mais c'est quand même l'adversaire qui va choisir. Donc bien sûr, il va choisir ce qui va être le plus difficile à réaliser. Et il peut y avoir une part de mind game assez intéressante parce que du coup, il peut vous obliger à faire quelque chose, c'est-à-dire s'il se dit tiens, cet objectif-là, ça va l'obliger à retourner chez lui, du coup après il va être vraiment embêté, il va perdre pied sur les prochains tours, je vais l'appâter plus ou moins en mettant justement 1 point en plus sur ce petit sucre-là. Donc c'est vraiment très fin, j'aime beaucoup. Alors, objectif crucial. Au début de chaque tour d'un joueur, avant de mettre le moins d'objectifs tactiques en jeu, ce joueur peut choisir une seule carte d'objectif tactique de sa pile de défausse et la mélanger dans sa pile d'objectifs. Donc voilà, toujours des petits changements, mais qui peuvent faire la différence.
Tactique disruptrice, alors là c'est un petit peu plus violent. Donc au début de chaque tour d'un joueur, avant de mettre la moindre carte objectif tactique en jeu, donc c'est-à-dire que vous les avez en main avant de les jouer, ce joueur révèle les 3 cartes du dessus de sa pile. Sur cette pile d'objectifs compte moins de 3 cartes, voilà, révéler autant que possible. L'adversaire de ce joueur peut alors choisir une de ces cartes pour qu'elle soit placée en bas de la pile d'objectifs de ce joueur. Donc c'est-à-dire que sur les 3 cartes qui vont venir, la plus intéressante, la plus facile à faire va toujours être en bas de la pile et donc de fait très difficile à réaliser, en tout cas surtout dans les premiers tours, et que les cartes restantes sont replacées en haut de la pile dans l'ordre choisi par l'adversaire. Voilà. Donc là on est vraiment sur... on embête un maximum l'adversaire, voilà, disruptrice. Ensuite, le contrôle territorial. Au début de chaque tour d'un joueur, après le premier, si le joueur contrôle plus de pions objectifs que son adversaire, il peut tirer une carte de sa pile d'objectifs avant de mettre en jeu le moindre objectif tactique. Donc du coup, là vous avez et le côté, enfin vous avez une prime en fait au côté objectif. Donc ça sous-entend essayer de faire aussi un deck qui va être porté sur les objectifs. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Tout dépend après comment vont être présentées en fait les missions. Est-ce qu'on sait à l'avance la mission qu'on va faire si on est en tournoi par exemple? Est-ce que du coup ce sera tiré au hasard? Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Hein. Et 40 000, c'est vrai que maintenant c'est un jeu où on réfléchit vraiment beaucoup à faire sa liste. Et voilà. Alors, autorité restreinte. Au début de chaque phase de mouvement d'un joueur, son adversaire peut choisir un seul objectif tactique que ce joueur a en jeu. Cet objectif tactique est remis dans la main de son propriétaire, lequel peut mettre un objectif tactique différent en phase de jeu. Donc là aussi, c'est pareil, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un petit peu moins violent, mais dès que vous allez être en capacité de faire un objectif, eh bien l'adversaire fait, ça remonte dans ta main, et puis ce sera pour le tour prochain, puis le tour prochain sera peut-être plus faisable. Donc voilà. Tout ça c'est pas mal parce que ça permet quand même d'équilibrer si quelqu'un fait vraiment des decks trop puissants. Je suis vraiment curieux de tester tout ça parce qu'il y a vraiment tellement de choses à jouer. Mais en tout cas je trouve ça vraiment très bien de proposer autant de façons différentes. Et puis vous voyez on en a vu pour tous les goûts. Hein. Pour le jeu libre, pour le jeu narratif, pour le jeu compétitif. Et ensuite, dans ce chapter approve, vous allez trouver pas mal de démons. Donc, mise à jour des fiches. Vous voyez, vous avez tous ces personnages-là. Donc là, par contre, je ne vais pas m'y attarder. Je vais vous laisser le temps de regarder. Et puis, je vais passer avec une petite musique démoniaque. Et puis voilà, on termine avec les règles de fortification. Donc voilà, c'est pareil, je vais passer avec une musique de fortification. Et on termine avec les terrains de bataille et des règles qui vont générer les bois, les barricades. Donc c'est assez rapide et ça permet comme ça d'apporter un petit peu de variété à votre champ de bataille. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on termine sur justement les lignes de fortification tôt qui auraient pu être remises à jour peut-être, mais pourtant non, rien du tout.
Et voilà, on est arrivé au bout de cette review, donc très positif pour moi parce que, alors que je pensais bien sûr que ça allait être 2 livres vendus séparément, bon, ils sont vendus ensemble, et c'est une très bonne idée parce que si vous êtes plutôt un joueur, vous n'avez pas trop envie de vous trimballer tous les types de missions et vous voulez simplement avoir ce fascicule pour faire vos listes d'armées, donc ça c'est très bien, il n'est pas très gros. Si on réduit un petit peu les bouquins, c'est pas plus mal. Et puis, si, quel que soit en fait le type de joueur, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le joueur compétitif, il y a aussi évidemment les joueurs qui vont aimer le côté narratif, les gens qui vont aimer le côté un petit peu délire avec les missions de défi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Vous avez fer de lance qui est intégré directement dedans, vous avez aussi un générateur d'armées, ça c'est vraiment si vous avez beaucoup de figurines et que vous dites bon tiens, la liste d'armées ça m'agace un petit peu, on va essayer de rendre ça un petit peu plus rigolo, un peu plus fun, donc il est vraiment pour tous les goûts, voilà. Donc j'espère que ce Chapter Approve va vous procurer beaucoup d'heures de plaisir, tout en 2020, et puis en attendant, jouez bien, bye bye, salut à plus.